De Gaulle était-il, quand il est arrivé au pouvoir, dans la perspective de donner l'Algérie, ou, comme d'autres le prétendent, c'est en fait un homme pragmatique qui a fait face à une situation impossible et qui l'a dénouée, quelquefois avec des moyens contestables, mais après tout, qu'il l'a bien dénouée. Alors, cette question est-elle importante? On pourrait penser que c'est simplement une réflexion, faire le point sur un aspect historique. Pour nous, au contraire, je crois qu'on la considère comme essentielle. Moi, j'attends beaucoup, justement, de cette analyse très... Je sais qu'elle est très précise, parce que M. Finidori m'a dit à quel point elle était fouillée. J'attends beaucoup donc de l'analyse que va nous faire Henri-Christian Giraud. Et je n'ai pas essayé de vous convaincre qu'elle serait certainement un moment fort de nos exposés, mais je pense que vous en êtes convaincus. Voilà. Merci. L'année de cela, au terme d'une longue discussion avec Max Gallo, au sujet du général de Gaulle auquel il venait de consacrer une biographie en 4 volumes, contribuant à nous présenter évidemment un portrait déifié du personnage. Constatant nos divergences, j'ai été amené à lui dire au fond, Max, nous ne sommes pas d'accord parce que nous ne connaissons pas le même de Gaulle. Et ce n'était pas une boutade, et Max le savait, il existait plusieurs de Gaulle, a écrit Olivier Guichard, bien placé pour en connaître. Et Alain Perfit disait, il y avait autant de Gaulle que de catégories d'interlocuteurs. Ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde se réclame de lui. On ne sait d'ailleurs pas très bien ce qu'il penserait de cette unanimité, lui qui disait « Je n'estime que ceux qui me résistent, mais je ne les supporte pas ». On lui prête aussi le mot suivant « Tout le monde est, a été ou sera gaulliste ». Et rien de plus juste, selon moi, et pour une bonne raison, de Gaulle a tout dit et le contraire de tout. Et de l'affaire d'Algérie, personne ne me contredira, je pense, en fut une illustration exemplaire. Alors je ne me souviens plus exactement de la réponse de Max à mon propos, mais quelle n'a pas été ma surprise quand au cours de l'émission L'Esprit public de Philippe Meyer, je l'ai entendu dire tout le bien qu'il pensait de mon livre « Chronologie d'une tragédie gaulienne ». Et j'en ai été, je l'avoue, assez ému, et c'est muni de ce satisfecit que j'ai entrepris d'aller plus loin dans mon enquête. D'où ce livre, Algérie, le piège gaulliste, au titre que certains peuvent trouver provocateur, mais croyez-moi, si j'avais vraiment voulu moraliser le crépuscule sanglant de l'Algérie française, j'aurais pu en choisir un autre, et au lieu de piège, parler de traquenard, par exemple. En réalité, j'ai voulu m'en tenir au plus près possible de ce que mon enquête m'a fait découvrir. Et certains historiens, qui n'étaient pas particulièrement favorables à l'Algérie française, parlent même d'apocalypse. Personnellement, je me suis toujours posé la question, le traitement gaulliste de l'affaire algérienne devait-il fatalement se terminer tragiquement? Et c'est à cette question que j'ai tenté de répondre, et j'en suis arrivé à cette conclusion que si pour Camus, la tragédie n'est pas une solution, en revanche, elle l'est pour De Gaulle. Ou plus précisément pour De Gaulle, aussi bien par tempérament que par calcul, la solution passe par la tragédie. Je ne suis à l'aise que dans la tragédie, a-t-il confié à son éditeur Marcel Julien, qui lui prêtait même cette boutade. Moi, je fais dans la tragédie. Et précisément, sur la base d'un certain nombre de faits, et contrairement à la plupart des spécialistes de la période, j'affirme que De Gaulle savait exactement ce qu'il voulait faire en arrivant au pouvoir. Au sortir de la guerre, conscient de ce que la libération de la France doit à son empire colonial, et notamment à l'Algérie, le président du gouvernement provisoire de la République française est un impérialiste assumé, voire forcené, comme en témoignent ses ordres en faveur de la répression la plus extrême,
tant à Thierry d'Argentlieu en Indochine qu'à Béné au Levant ou surtout à Châtaigneau en Algérie lors des émeutes de Sétif en 1945. Puis il le reste durant la période du RPF et ces diverses prises de position sont alors sans concession. Mais en 1954, une visite du scientifique Alfred Sauvy, qui dit l'avoir sensibilisé aux différents problèmes démographiques et financiers que ferait peser le maintien de l'Algérie dans la France, semble l'avoir convaincu de la nécessité de la décolonisation. Et Sauvy, qu'il y a tout lieu de croire, car il n'était pas un homme à se payer de mots, c'était un scientifique, confie l'avoir alors entendu dire, ou entendu prononcer dès cette époque, donc 54, avant même le déclenchement de l'insurrection, il dit avoir entendu prononcer le mot « abandon ». Et le mot résonne. Ce qui est sûr, et sans contestation possible en tout cas, c'est que De Gaulle évolue à partir de ce moment, comme le prouve sa conférence de presse du 30 juin 1955. Et pour la petite histoire, assez drôle, De Gaulle et Tricot est cependant rapidement prévenu des limites de sa propre marge de manœuvre, comme le montre l'anecdote suivante. Proposant d'entreprendre une action, je cite, « si le général de Gaulle était d'accord », le document lui est retourné avec cette notation « mal dit, je décide oui ou non, mais je ne m'accorde pas ». Comme dit pudiquement brouillé, De Gaulle a une conception féodale de ses rapports avec ses compagnons. Alors que l'orgueil présidentiel gaulliste conçoive difficilement que son gouvernement doive traiter d'égal à égal avec un gouvernement révolutionnaire, non élu et sans territoire, c'est certain. Si j'étais le gouvernement français, avait-il dit jadis à Catroux, je ne laisserai pas les Algériens conquérir leur indépendance de force, je la leur octroierai. La France donne, on ne lui arrache pas de neuf. De Gaulle dit à Perfit au sujet de l'Algérie, c'est un terrible boulet, il faut le détacher, c'est ma mission. Une question se pose, pour arriver à ses fins, De Gaulle n'a-t-il pas dépassé les limites de ce qui est nationalement permis? Deuxième constatation, si c'était pour des raisons financières, car l'Algérie était coûteuse, l'exploitation du pétrole n'en était en 1956 évidemment qu'à ses débuts, que De Gaulle a bradé l'Algérie, il faut savoir qu'entre 1962 et 1969, date de son départ de l'Élysée, en plus des spoliations inchiffrables, l'Algérie indépendante a coûté au Trésor français la somme de 22 300 millions de dollars, selon l'estimation de l'historien de gauche Charles Robert Ageron, qui préfère parler en dollars pour éviter toute confusion entre anciens et nouveaux francs. Troisième constatation, enfin, si c'était pour éviter à la France ce qui était louable, une algérianisation progressive de son territoire et de ses mœurs, en réalité l'immigration a été rendue effective par les accords d'Évian et très précisément par l'article 2 des dispositions générales de la Déclaration des garanties, je cite, « sauf décision de justice, tout Algérien muni d'une carte d'identité est libre de circuler entre l'Algérie et la France ». Et par l'article 7 de la Déclaration relative à la coopération économique et financière, selon laquelle tout Algérien a à tout moment la possibilité de venir résider en France et de bénéficier des avantages sociaux. C'est donc sous la présidence de De Gaulle entre 62 et 69 que l'immigration a plus que doublé pour avoisiner le million, puis elle a pris son essor ensuite pour ne plus s'arrêter en raison des politiques de ses successeurs. Alors que l'on puisse dire que De Gaulle, le général De Gaulle, a placé la France dans un état d'humiliation, je sais ce que la formulation de ce terrible constat peut avoir de douloureux, voire d'incompréhensible pour certains Français, qu'ils soient ou non gaullistes. Mais pour ceux qui en douteraient encore, je ne peux que conseiller la lecture du livre tout récent de l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, L'énigme algérienne, et ils seront douloureusement édifiés. Au final, notre pays se retrouve aujourd'hui en position de faiblesse intellectuelle et morale
dans le nouveau rapport des forces internationales, marqué par la montée de l'islamisme en germe dans la guerre d'Algérie, et régulièrement en situation d'accusé de la part d'un faux vainqueur qui, pour se légitimer aux yeux de sa malheureuse population, n'a de cesse de condamner l'œuvre coloniale française et de lui demander des comptes et des excuses. Et la France vaincue, enchaînée à sa défaite, n'en finit pas de payer sa dépendance. Le piège gaulliste est devenu une machine infernale. Je vous remercie.